À vrai dire, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle émission de votre chaîne Écho Police. À vrai dire, donc je disais, c'est une tranche qui est réservée à l'analyse, au décryptage et aux commentaires sur l'actualité. Ici, vous verrez donc plusieurs figures défiler. Ce sera les acteurs sociopolitiques, des scientifiques, économistes, tout ce que vous voulez, littéraires, pour commenter tout ce qui sera sujet d'actualité. Alors pour ce tout premier numéro, j'ai l'honneur encore une fois, parce qu'il est venu et il a accepté notre invitation, de recevoir M. Barnabé Milingagnou. Il est président du parti politique Les Rassemblements des leaders congolais. Il est également coach, homme de Dieu, on peut le dire également. C'est avec lui qu'on va s'entretenir pour ces tout premiers numéros de votre magazine, à vrai dire, autour des sujets d'actualité. Tout à l'heure, avant de commencer, il m'a fait un petit coaching et on va s'essayer tout à fait avec ça pour voir dans quelle mesure notre échange pourrait être très intéressant pour vous. Alors, M. Barnabé, bonjour à vous. Merci beaucoup, Elie, pour l'invitation. Merci à vous, parce qu'à chaque fois que je vous appelle, vous venez. Ça, c'est sans que vous portez ce que nous faisons à cœur. Alors, moi, je voulais qu'on commence directement avec l'actualité, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous avez suivi, comme tout le monde, un peu la réponse de M. Boulos à la question de notre confrère Marius Mounga, quand il a rappelé comme ça l'accord des principes que nous avons signé à Doha avec AFC M23. Et vous avez suivi également les commentaires des politiques là-dessus. Moi, je voudrais avoir votre analyse d'abord, votre ressenti face à une telle réponse. Parce que d'autres disent que les États-Unis dévoilent finalement leur cahier des charges caché, que le Congo s'est fait avoir. Comment est-ce que vous avez pris cette réponse-là et quelle est votre réaction à propos? D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Un homme politique se nourrit par l'information. Il est établi que c'est lui qui a l'information, pas le pouvoir. En effet. C'est d'un ce pouvoir-là passe par la maîtrise de la réalité sur le terrain. Il faut toujours se faire informer. Pour ceux qui veulent faire la politique, ne dormez pas sans regarder les chaînes de télévision. Je ne peux pas les chaînes d'information. Ne vous réveillez pas. En fait, ça c'est moi. Moi, je ne dors pas sans regarder les chaînes d'information et d'analyse. Et au réveil, avant de quitter mon lit, j'écoute d'abord les médias d'information. Lorsque vous êtes habitué à écouter les informations, vous allez avoir l'impression que vous ne connaissez rien. Mais chaque fois qu'on donnera une fausse information, tu seras à mesure de dire si c'est vrai ou c'est faux. Le monsieur qui est à côté de Boulos, là, je l'ai vu plutôt avec une photo aux États-Unis, avec la délégation rwandaise qui présente les coltans. C'est lui qui est à côté de Boulos. Je l'ai vu. Le blanc là. En train de présenter une image vraiment avec une quantité suffisante de coltans. Avec la délégation rwandaise. J'avais déjà dit qu'il y avait des pièges dans cette affaire-là, que je ne voudrais pas beaucoup commenter. Le fait d'accepter que les minéraux qui seront dans les deals américains doivent être travaillés au Rwanda, c'est une faute. Depuis un jour, je les rappelle toujours que ceux qui sont allés négocier n'étaient pas outillés à la hauteur. La preuve, c'est par exemple nos amis qui ont travaillé sur l'accord d'Addis Abeba. Je peux prendre par exemple François Momba. Pourquoi François Momba n'a pas fait partie de la délégation? Il y a l'autre là qui porte toujours les chapeaux des musulmans, là j'oublie son nom. L'homme qui avait traduit l'anglais dans l'accord de Nairobi. Et ils ne sont pas là. Moi je savais que c'était vraiment du cosmétique. Trump a une erreur historique terrible. Je crois qu'il va laisser le monde dans un état pitoyable. Parce qu'apparemment, il court derrière le titre de prix Nobel. Oui. Alors, il impose. Au lieu d'entrer dans le fond du problème, il donne des principes. Si vous ne faites pas, je vous écrase. On a vu, par exemple, lors de son entretien avec Poutine, comment Poutine l'a rappelé à l'histoire pour lui expliquer qu'en effet, le conflit n'était pas que superficiel. Comme quoi, on pouvait les finir en un jour. Il y a des causes profondes. Et c'est ça l'erreur ici chez nous. Vous savez, si vous voulez entrer en contact avec le passé, c'est la lecture. Oui.
seule la lecture te permet de connaître des choses qui se sont déroulées quand tu n'étais pas là. Et si tu veux rester en contact avec l'avenir, c'est l'écriture. Effectivement. Il faut écrire. Malheureusement, ça donne l'impression comme si, en matière de règlement des conflits, Trump ne connaît rien. Lui, il est seulement businessman, il calcule les deals, on gagne combien, on ne gagne pas. Il avait déjà dit qu'il va raser Gaza, il va faire Gaza du genre qatari, touristique, consort. Les choix, la vie des populations, ça ne l'intéresse pas. Mais moi je veux rebondir sur ce que vous dites parce que le problème c'est pas Trump. Moi je veux qu'on comprenne un peu notre approche sur le plan politique, qu'on l'explique. Pourquoi est-ce qu'on est allé voir Washington? Qu'est-ce que ça représentait, cette approche-là sur le plan politique? Par exemple, les régimes pouvaient être dans quelle stratégie politique pour se dire on va aller voir Trump dans l'espoir d'avoir un deal minerai contre sécurité. Politiquement, ça avait quel avantage? Politiquement, ça avait quelles conséquences? C'était quoi la réflexion politique derrière une approche pareille? La plus grande victoire de cette démarche, c'était de stopper l'évolution d'M23 sur le terrain. Et on a fait des propositions à Trump. Il a accepté comme commerçant. Ah, j'aurai les minéraux? Oui. Ah, ok. Si j'ai les minéraux et vous aurez quoi? Vous avez besoin de la paix? Ah, ok. Kagame, stop-toi. Oh non, je ne peux pas stopper. Bon, ok, je vais te donner les raffineries. Toi, tu veux t'occuper des raffineries, tu auras 20%. Tu vois, il a négocié comme ça. Maintenant, lorsqu'il faut revenir dans la praxis, vérifier quel carré minier il faut donner, où est-ce que ça se trouve, les Américains ont besoin de quoi? Ils se sont rendus compte que la Chine a la plupart des carrés miniers, le Ouzbékistan, la plupart, il n'y a plus d'espace vide au Congo. Maintenant, on devrait prendre les minéraux de qui et quoi? Donc politiquement, c'est plus un conflit qu'une résolution. Non, parce que les intérêts américains, selon ce que vous dites, vont coïncider avec les intérêts chinois, Ouzbékistan, Ouzbek, malaisien, je ne sais pas moi. Un petit rappel historique. La RDC appartient à l'Amérique. La RDC appartient à l'Amérique. Oui. D'abord, le tout premier qui est venu donner la forme, et même baptiser les chefferies, découvrir le format que nous avons, fut un pasteur américain. C'est lui qui a fait le tour. Et les catholiques sont venus après. C'est lui qui nous a établi en termes de... C'est lui qui a recensé les 3000 tribus. Parce que nous disons toujours que nous sommes 450 ethnies. 450 ethnies, non. C'est faux. C'est 3000. On a juste essayé un peu de regrouper quelques-uns et diviser les autres. C'est un Américain. Raison pour laquelle rien ne s'est fait dans ce pays sans l'aval des États-Unis. Nous sommes vraiment un 53e ou 54e État américain. Mais malheureusement, regarde par exemple la plus vieille communauté protestante. Ici, on s'appelle le CK40. C'est une communauté protestante. Elle appartient aux Américains. Ils n'ont même pas de temple. Les Américains n'ont jamais investi au Congo. À part les 5 des derniers jours. Il y a une église qui est venue. Ouais. Il y a une dizaine d'années ici. Ils construisent des gros temples. De l'environnement, ils bâtissent très bien. Et ils forment, ils donnent de bourses au cadre. À part les 5 des derniers jours, tu ne verras pas. Il n'y a pas un grand investissement américain en RDC. Mais ils sont là, ils surveillent notre nucléaire. Ils contrôlent le sosie du pétrole. Et c'est tout. Mais investir comme ça, ils ne le font jamais. Ils ne font jamais au Congo. Pourquoi? Parce que nous avons n'a pas d'infrastructure. Notre géographie est très difficile. Nous sommes le pays marécageux, c'est la forêt équatoriale. Il y a trop d'animaux féroces, trop d'insectes nuisibles. Et ça coûte cher d'investir. La population est tellement dispersée sur les territoires. Et Mobutu, si tu lis dans son livre Mobutu Dignité pour l'Afrique, Mobutu déplore ça. Il dit que nous sommes un pays pauvre. Bien qu'on dit que nous sommes potentiellement avec beaucoup de richesses, mais on ne sait pas accéder à ça. Et la population est tellement dispersée, à la frontière d'ailleurs, et pour y atteindre, ça coûte cher. Il faut par exemple donner l'exemple. Si tu quittes Kinshasa pour Manzangoum ou Madimba, c'est combien de kilomètres? Mais pour atteindre quoi à la fin? Je reviens parce qu'on était sur la question politique. Je te soulève par exemple la question d'Ouvira. Tu verras que beaucoup de gens ont commencé à croire que
Ouvira est un enjeu militaire important, il faut forcément prendre Ouvira, où le gouvernement veut renforcer pour qu'on ne prenne pas Ouvira. Mais Ouvira n'a aucun enjeu, à part peut-être la stabilité du Bujumbura. Mais il n'y a aucun enjeu. Ouvira ne produit rien. Économiquement, il n'y a rien, le port ne fonctionne pas. Il n'y a pas de minerais, il n'y a rien à Ouvira. Donc on ne peut pas faire tuer les enfants pour prendre Ouvira. Au contraire, ça ne représente aucun intérêt, ni économique, ni environnemental, ni... Ils ont un lac là-bas, mais qu'ils n'exploitent pas. Ils ont le port, pratiquement le deuxième port après Matadi et Consort, qui n'est pas exploité. Est-ce pour cette raison? C'est une ville totalement balkanisée, Ouvira est totalement balkanisée, Bujumbura. Le matin, tout le monde va à Bujumbura. Pour travailler. Travailler, faire le business, tout ça. Et le soir, les gens... Même ceux qui vont en mission. Oui, on a appris que la délégation gouvernementale... dort toujours, parce que d'abord, il y a un écart terrible. Les chambres d'hôtel que tu trouves à Ouvira à 25-30 $, tu les as à Bujumbura à $3, 3-4. Il est vrai qu'à Bujumbura, le coût social est très bas. Mais je reviens à la question que je voulais vous poser. Est-ce pour cette difficulté à investir, comme vous le dites en citant le livre de Mobutu, Dignité pour l'Afrique, que tous les autres pays, on va prendre l'Amérique essentiellement, va investir plutôt au Rwanda avec les raffineries et compagnie que venir investir ici parce que c'est très difficile? Parce que la réalité, elle est choquante. Nous critiquons que ce sont les pays limitrophes, précisément le Rwanda, qui pillent nos minéraux. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Les Rwandais ne nous pillent pas. Voici l'explication de terrain. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui créent. Mouyej, quand il était gouverneur, il avait déploré un mouvement migratoire de plus de 500 000 personnes. Si tu es à Béni, tu as toutes les tribus. Tu seras même étonné de voir dans le bas des nuits des filles de Matete. Oui. Si tu es à Mungwalu, dans toutes les zones minières là, tout le monde vient. Et ce sont les Congolais eux-mêmes qui exploitent. À Bunia, pareil. Parce que chez nous, c'est encore l'exploitation artisanale. C'est fait à la main. Mais lorsque tu as ton petit lingot, que tu le mets dans ton sous-vêtement, tu vas le vendre juste dans un pays limitrophe. Ceux de Bunia vendent à Muganda. Oui. Ceux du Nord Kivu essentiellement vendent au Rwanda. Et une grosse partie du Sud Kivu vendent à Bujumbura. Tous ces trois pays-là, même les Katangais vendent en Zambie et en Tanzanie, tu vois. Ceux de Kalemi vendent en Tanzanie. C'est comme ça que les Américains, comme ils sont capitalistes, un Américain, quand il investit son $10, il attend 1000 en retour. Et ils ont compris que non, pas seulement les attendre ici. C'est comme si tu mettais un filet en aval d'une rivière. Tu dis, bon, bah, monsieur Zokita, vraiment facilement. Mais les Américains ont le moyen d'investir pour avoir une production industrielle. Pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Ils calculent. En fait, ils calculent. Deuxième erreur que nous commettons, nous pensons que les Américains sont encore au niveau d'avoir les coltans en main, avoir de l'eau. Ils n'ont plus cette industrie-là. Non. Et ils laissent ça aux pays émergents. Et ils conçoivent leurs caméras, tout ils justement. conçoivent des téléphones, ils conçoivent des Tesla, ils conçoivent des... Et ils ont des millions qui entrent sans travailler. Ils sont passés d'une économie de main-d'œuvre à une économie d'intelligence. Effectivement. Ainsi de suite. Ils vous laissent, vous, le... Pardon. En Asie. La manufacturier, c'est la Chine, l'Inde. La Chine est en train beaucoup d'évoluer. Ouais. Mais ils laissent aux gens qui sont nombreux sur la terre, les Indiens, les Chinois, tous ces pays limitrophes là, de l'Asie. Ils sont nombreux, c'est à eux de faire ça. Et nous croyons que si on leur donne nos coltans, un Américain, vous comprenez l'orgueil, qu'est-ce que c'est un Américain? Regarde comment est-ce que tu parlais à la réunion au 80e sommet. Et vous dit que, même quand il parle aux militaires américains, il dit voilà ce que j'ai réglé. En 9 mois, j'ai réglé 8 conflits. Il ne faut même pas me donner le prix. Personne n'a jamais fait ça. Tu vois un peu. Un Américain, c'est un orgueil. D'abord, il y a deux peuples, il y a les Américains et les Allemands, ils considèrent, même les Anglais, ils considèrent que c'est eux qui Dieu a créé. Tout le reste, vous êtes l'objet de l'évolution, pratiquement des chimpanzés. Et croire qu'un Américain peut venir mourir au Congo, c'est impossible. C'est impossible. Donc c'est un mauvais calcul. Je crois qu'on peut faire cette proposition-là. Maintenant, ils ont la force et la capacité. Quand j'étais aux grands travaux, parce que les 5 chantiers devaient être financés par une banque
Donc, on croyait que c'était une banque chinoise, Exim Bank. Mais quand vous filez, on a découvert que Exim Bank est une banque américaine. Donc, les Américains, ils ont déjà dépassé cette affaire-là d'être direct. Et ils sous-traitent même la sécurité. Ouais. C'est pourquoi vous avez... Même la Russie, il y a des Wagner, il y a des ceci. Les mercenaires, tout ça. Même la personne qui devrait venir sécuriser si c'est les sites, c'est un sous-traitant. On ne peut pas mettre les Marines pour venir ici. Il n'y a rien ici. Impossible. Ils n'envoient plus les troupes au sol. Non. Même ils sont peut-être en Corée du Sud parce qu'ils doivent surveiller... C'est des bases militaires, effectivement, où ils ont des investissements directs. Oui, et puis surveiller la Chine. Ils ont des investissements partout. C'est pourquoi ils appellent grande puissance. Parce que dans chaque pays, ils ont au moins un petit intérêt. L'Afrique, pour eux, c'est encore vierge. C'est trop loin. Puis la plupart ne connaissent même pas où se trouve l'Afrique. La plupart des présidents américains ne connaissent pas où se trouve. Je parie que Trump ne saura pas situer le Congo sur la carte non plus. Mais Boulos avance et il parle, il recommande, il dit que Doha reste la dernière pièce du puzzle. On sait aujourd'hui qu'il y a des accords de Washington entre le Rwanda et le Congo. Il y a aussi un accord économique qui est déjà en préparation parce qu'il en a parlé. Il y a un texte qui existe. Reuters et RFI a écrit des articles là-dessus, où on doit avoir une coopération économique entre les États-Unis, le Rwanda et la RDC, notamment sur les secteurs miniers. Et il recommande en disant que le dialogue interne et inclusif est la seule solution pour avoir la paix. La question que je pose, pourquoi on n'a pas pensé à ça depuis longtemps pendant que les prêtres, ils ont parlé et qu'on n'a pas amorcé cette démarche-là pour trouver un cadre d'échange à l'interne et résoudre nos problèmes nous-mêmes. Est-ce qu'il y a des intérêts politiques qui bloquent les dialogues? Est-ce qu'il y a des intérêts économiques qui bloquent les dialogues? Est-ce qu'il y a un aspect social, identitaire, qui ne permet pas que ces dialogues sur le format des pactes sociaux se conçoivent? Il y a un mot technique qui existe dans les négociations, ça s'appelle les pas de porte. Et les pas de porte, ici chez nous, gâchent les négociations. Qu'est-ce que c'est les pas de porte? Les pays riches font ça. Ouais. Lorsque vous venez, avant de... C'est comme mes parents, mon père appelle ça Kema Yaromela. C'est-à-dire, avant toute négociation, ils peuvent vous donner 50 millions. Tu vois? Ouais. Ils te donnent 50 millions. Celui qui a 30 milliards, ou celui qui a 340 milliards, 30 millions, c'est rien. C'est comme celui qui a 3 000, il te donne $30. Mais celui qui n'a rien, quand il tombe sur ça, il oublie l'intérêt général. Conséquence, ça retarde parce que les gens se sont servis à titre individuel. En fait, voici la réalité. La réalité, c'est que c'est le Qatar qui est devenu propriétaire économique du Rwanda et de la RDC. Le Qatar. Le Qataris. Propriétaire économique. Propriétaire économique du Rwanda et de la RDC. C'est pourquoi facilement le mur du Qatar peut appeler les deux présidents américains et les deux présidents africains qu'on peut considérer comme il a appelé ces sujets. À cause des pas des portes. Non, ça c'est un aspect. Ouais. Le premier, tu as vu par exemple à Linguet, il y a quel problème? Ils sont allés en Chine, si commune, on leur a donné 30 millions. Et ils ont considéré que c'était des frais d'émission. C'est comme les avocats ici qui ont eu 2 millions, le ministre de la Justice a dit non, c'est pas conforme à l'enveloppe du barreau. Ouais. Donc tu peux pas être un négociateur, on te donne 30 millions, vous partagez 30 millions de frais d'émission. Si vous êtes à 5, chacun de vous a 6 millions. 6 millions. Quel est le salaire au Congo fois combien d'années que vous pouvez travailler pour avoir 6 millions? Tu vois que ça pose déjà problème. Et les gens, au lieu de ramener ça au gouvernement pour dire on nous a donné 30 millions, ils ont pris ça et nous allons faire les caniveaux. Quand on a négocié les programmes sino-congolais, les Chinois avaient donné 30 millions à Kabila. Comme pas de porte, 30 millions. Et Kabila n'a pas touché cet argent. Il a dit allez asphalter la route de Bukavu-Kavu. La route là de l'aéroport. C'était les pas de porte de Kabila. Mais ceux qui étaient partis négocier les programmes sino-congolais, on leur accordait chacun 2 GXL, des gros cylindrés. Beaucoup de gens ont construit dans ça. Ça c'était d'abord quand on voit l'intérêt individuel, quoi. Tu vois, quand tu arrives comme ça, tu n'es pas vraiment un expert, tu n'es pas outillé, paf,
Tu dors avec tes dollars en chambre, tu dois rentrer au Congo, tu deviens le tout-puissant. Mais je disais, qu'est-ce qui est... Quand Boulos dit que c'est Qatar qui est pratiquement... la dernière pièce du puzzle. Parce qu'il sait. Boulos sait que les intérêts qataris en RDC sont... Les Qataris sont dans l'environnement. J'ai même appris à un moment qu'on a fait une ceinture, ça c'était sous Madame Eve Bazaïba. On a fait une ceinture environnementale qui commence par les Maïndombe jusqu'au parc de Virunga. Toute cette forêt-là ne doit pas être... Ça appartient au Qatar. C'est maintenant le Qatar qui regarde ça. Nos parcs, c'est Qatar. Nos ports en eau profonde, c'est Qatar. La plupart des aéroports ici, tous les projets, c'est Qatar. Au Rwanda, c'est la même chose. Ceux qui ont sécurisé même le gardiennage pendant la Coupe du Monde au Qatar, c'était les Rwandais. La plupart des sous-traitants au Rwanda, au Qatar, aujourd'hui sont des Rwandais. Dans la plupart des marchés, parce que les Qataris ils sont tellement riches, les Qataris ne sont pas prêts à faire n'importe quel travail. Non. Ils viennent chercher la main-d'œuvre rwandaise. C'est eux qui ont bâti le plus grand aéroport au Rwanda. Rwandais est pratiquement à eux. Donc tu verras que le gros des investissements qui soutiennent l'économie rwandaise, c'est le Qatar. Et quand ils vous appellent, quand l'émir vous appelle, vous faites quoi? Vous venez. Tout en sachant aussi qu'il peut réarmer vos ennemis. C'est-à-dire qu'il est capable de donner les armes et de déstabiliser. Donc tu verras que le Qatar, tellement qu'ils sont devenus riches, ils commencent aussi à vouloir être importants sur la scène internationale. C'est eux qui ont la médiation de Hamas. Oui. À Gaza et Israël, c'est pas pour rien. Qui a d'ailleurs conduit à la libération de quelques otages. Eh bien voilà, parce que Trump commence à... Et comme Trump... On a l'impression que toutes les négociations des États-Unis, c'est au Qatar. L'Américain ne peut pas être au premier plan. Il ne peut pas. Ils ont choisi des mains pour diriger, pour tuer à leur nom. Mais pourquoi ça bloque alors? S'ils ont autant de puissance sur nous, parce qu'ils nous possèdent économiquement, permettez-moi de le dire ainsi, pourquoi ça bloque? Je t'ai dit ici que les experts, ceux qui ne sont là-bas ne sont pas experts et puis n'ont pas le plein pouvoir. La plupart des négociateurs congolais ou africains, d'une manière générale, n'ont pas le plein pouvoir. Donc quand on te dit va négocier, mais tu n'as pas la dernière décision, tout le temps tu dois sortir téléphoner, tout le temps tu dois sortir téléphoner. Je voyais ça quand on négociait les accords du dialogue inter-congolais. Toutes les 30 minutes, c'est Kamere qui doit sortir pour téléphoner, c'est Katumbamon qui doit sortir, c'est chez Kitundu. Donc c'est toujours comme ça. Donc, lorsque vous devez décider, il faut suspendre. Je me rappelle même un jour, on était en pleine négociation à Addis Abeba. On suspend pour une consultation. La partie gouvernementale a pris l'avion et est partie. Il fallait venir consulter Kinshasa. C'est toujours comme ça. Au moment de la négociation, 3-4 jours, il y a une décision qu'il faut trancher, il faut signer un document. La délégation se retire et rentre au Congo. Vous devez encore attendre parce que nous avons tellement déifié les individus et nous croyons que l'intérêt général de la République revient à une seule personne qui a le mandat, celui-là qu'on appelle le chef. Mais ces retards de Doha a des conséquences sécuritaires. Ça fait qu'il n'y a pas le respect de cessez-le-feu. Les M23 continuent de progresser. Les Ouazalendo, n'en parlons pas. Est-ce que la classe politique ne voit pas les choses de cette façon? Ça a un impact économique également. Et terrible, et puis social. La population souffre énormément. Si notre pays n'a pas d'infrastructure routière, tout passe par les aéroports. Et puis avec quel type d'avion? Je te donne par exemple l'exemple que le tout dernier véhicule qui est arrivé à Chabounda, c'était en 1983. 1983, que le dernier véhicule est arrivé à Chabounda. Oh, le Chabounda est plus vaste que le Rwanda. Et il y a une forte exploitation de coltan, de castérite et même de l'or. Maintenant, ces gens-là, comment est-ce qu'ils vivent? Kindu d'abord. Kindu, qui est un chef-lieu, est ravitaillé uniquement par avion, parce que les trains du Katanga n'arrivent presque plus. Maintenant, lorsque vous fermez l'aéroport de Goma, ou de Bukavu, qui pouvaient ravitailler en termes de sel, de médicaments, de carburant. Sur la région. Alors, lorsque ces deux aéroports-là ne fonctionnent pas, les gens de Kindu vivent comment? Donc, lorsque vous retardez les négociations, c'est-à-dire on ne voit pas l'intérêt de la population. Et celui qui retarde, il veut peut-être son intérêt personnel. D'autres croient, par exemple, qu'il faut retarder pour attendre que ça l'élection. Non, on se trompe énormément. Et c'est une preuve que nous sommes tellement égocentriques, nous les hommes politiques congolais. On ne met pas l'intérêt de la population, l'intérêt général avant,
nos intérêts individuels. Je vais vous poser une question personnelle parce que j'y réfléchis depuis un moment. Qu'est-ce qui fait que dans cet espace organisationnel où l'intérêt général n'existe pas, le peuple est aussi passif? Je vais vraiment avoir votre diagnostic là-dessus. Comment vous expliquez ça? Parce que vous êtes un homme politique, vous êtes appelé à avoir des diagnostics sur des situations sociales. Comment vous expliquez que ça fait 60 ans que nous vivons sans intérêt général, mais il n'y a pas de révolution, le peuple passif, on s'adapte, même quand c'est économiquement difficile, on est là, on va vivre avec les peu, on s'est plaint, on devient victime, mais jamais on a revendiqué, jamais. Qu'est-ce qui explique cette passivité-là? Ah, c'est très fort. Je te recommande le livre intitulé « Les rhinocéros d'or ». Ce livre-là parle de 3000 ans de l'histoire de notre pays, qui démontre que dans le Moyen-Âge, ici déjà on était colonisé par la Chine. Ce sont les Chinois qui étaient ici. Nous ne sommes pas un peuple éduqué, nous sommes un peuple dressé. Je m'excuse de le dire. 4 siècles d'esclavagisme a permis à l'occidental de trier. On a fait la sélection naturelle du peuple. Tout celui qui était fort physiquement, géant, gros, on les a amenés chez eux. Tu vois par exemple les basketteurs américains, les boxeurs, tout ça, tous sont partis. Ici on a laissé que des chétifs, maladifs, déjà un peu plus faibles, et qu'on a fouetté sérieusement. Donc l'esclavagisme qui a fait là, les triages, et puis est venue la colonisation, qui a fait 75 ans. Là c'était le fouet, c'était pratiquement du dressage. Mais à la différence, l'esclavagisme c'est le blanc lui-même qui venait chercher. Mais le colonialisme, il a changé de manœuvre, c'est le fer qui tirait sur l'autre, qui coupait les mains. On dit Léopold a coupé 14 millions, il n'a pas pris, d'ailleurs il n'a même pas mis ses pieds en Afrique. Il n'a pas mis ses pieds en RDC, Léopold II. Mais c'était les militaires, surtout les Mbandi et les Mbaka qui ont fait... qui coupaient les mains de leur propre qui sont entrés dans l'armée, qui ont beaucoup tué. Il faut aussi rappeler que la Belgique a plus évolué que dans les Bandundu à l'Équateur. Ils sont venus à l'Est pratiquement sous Baudouin Ier en 1921. Et autre élément, ils ont créé ce qu'on appelle... comment est-ce qu'on appelle ça? Biloko Batouassala, visa au Canada. Passeport. Il y a un terme. Le DV. Le DV loterie. Oui. C'est l'esclavagisme. Le DV loterie, c'est l'esclavagisme. D'ailleurs, il faut dénoncer ça. Mais ils ont créé un mécanisme, ils vous envoient des photos de building, vous croyez que si vous allez au Canada, vous allez vivre. Tout va aller mieux. Et on vous dit, bon, voici les critères, on vous reçoit. Conséquence, ils pillent l'intelligence. Pour être inscrit à DV, il faut savoir tu as quel diplôme, tu as quelle compétence. Le peu qui se distingue. C'est-à-dire le peu qui se distingue, allez, on reprend. Ils amènent. Conséquence ici, vraiment des moutons de panurge. On est là, nous dénonçons, mais on est là parce que culturellement, on est dressé, quoi, pratiquement. J'ai dit, maintenant on n'est plus par l'essence, ni par instinct, on est devenu par réflexe. On est comme le réflexe de Pavlov. Si on cloche, vous bavez. On dit, assis-toi. Quand tu vas le militaire, ça veut dire que tu perds tous tes droits. On est hypnotisé. Quand quelqu'un est élu, devient chef de l'État, c'est-à-dire, ce qu'il dit là, c'est une vérité même absolue. Si tout le monde est mécontent. Mais on accepte. Non, on accepte. Et fort malheureusement, on regarde ça d'en haut et d'en bas. Mais non, c'est terrible. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faudra faire? Non, je ne sais pas. Parce que est-ce qu'on va continuer comme ça? Vous allez être président de la République d'un peuple... Non, je crois qu'il faut une solution. Ouais. Parce que nous avons 70 ans de vie universitaire. 70 ans. Et l'université de Congo... Depuis 53. Aucune innovation. Depuis 54. Ouais, 54. Aucune innovation. Aucune invention. Aucune rénovation. C'est-à-dire l'intellectuel congolais seulement dans la monographie. Il lit, il copie, il coupe, il coupe. Mais qui a expérimenté ce qu'il a fait? Non. Je te dis que c'est terrible. C'est terrible comme diagnostic. Et la preuve, parfois, je m'excuse, il n'y a qu'en Afrique où on est dirigé par des gens non qualifiés. Tu vois que le nouveau Premier ministre français, il a un problème. Il aurait dit qu'il avait un master. En réalité, il risque de ne pas continuer. Ouais. Ailleurs, au moins, il y a la rigueur. Mais ici, chez nous, non. C'est au Congo, tu peux avoir un professeur de l'économie
Il est ministre de l'économie, il ne sait pas baisser les taux d'échange. C'est au Congo. On va d'ailleurs en parler. C'est au Congo où on peut faire des injonctions comme ça. On injecte des devises sans soubassement économique. Donc c'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Et je demande à la jeunesse actuelle de ne pas tricher à l'école. J'ai connu un professeur qui s'appelle Mwangalalo. Il nous disait, ne trichez pas. Mieux vaut avoir 4 sur 20. Si on te pose la question côté 4, tu peux paraître savant. Effectivement. Mais si on vient côté 16, tu es nul. Mais mieux vaut mériter les 4 sur 20 que prétendre au 16 être sur 20. à la connaissance des 16 sur 20 et alors que tu ne peux tu es pas un ignorant. appliquer ça sur le terrain. Quand tu regardes les diplômes de tous ceux qui dirigent le gouvernement ici, en termes de diplôme, c'est impressionnant. Mais j'avais donné même un test. Combien de personnes sont capables de rédiger un arrêté? On est là que des applaudisseurs, que des applaudisseurs. Si tu imagines que dans notre constitution, le chef de l'État est irresponsable. Devant la justice. Non, devant tout. Devant tout. Ni les parlements. Il répond de rien. C'est un petit dieu, quoi. Mais il est le chef de l'exécutif. Non, sur le plan des textes. Oui, je comprends ce que vous dites. Non, sur le plan des textes, le président ne représente rien. Notre constitution ici, le président ne représente rien. C'est-à-dire même des grands décisions doivent être contresignés par son premier ministre. Effectivement. C'est-à-dire si le contreseing n'est pas là, même l'ordonnance du président n'a pas... C'est comme ça que comment on appelle ça, le fait de gérer avec une opposition, on appelle ça en politique, j'ai oublié le terme, Cohabitation. la cohabitation est quasiment inimaginable chez nous. Non mais Parce que dès que vous avez un premier ministre fort, nous sommes le premier ministériel. En principe, la gestion de la République... c'est le premier ministre. Oui. Tu vois? Donc le président n'est pas responsable. Il ne peut pas répondre devant le Parlement. Il ne peut rien faire. Mais tu trouves... Je m'excuse même, je ne sais pas comment il peut utiliser, c'était pour ne pas tomber dans l'outrage. C'est-à-dire que même sur le plan en termes d'intitulé de diplôme, parfois les subalternes sont en possession de titres académiques beaucoup plus élevés que leur chef, tu vois. Mais tous déifient. Et c'est grave de voir que tu n'apprendras jamais et qu'il y a un dossier qui crée une divergence entre le président et le premier ministre. L'intellectuel congolais a déifié un homme dont le pouvoir n'existe pas dans les textes. Deuxième élément d'analyse, regardez les commissions d'appui à la démocratie. Le CCNI, c'est ça, cette histoire-là de réconciliation. le CENSA. Il y en a beaucoup. Mais ces gens-là répondent à la clochette pratiquement. C'est-à-dire, opposent aucune résistance. La réalité, c'est quoi? Tout se tourne autour du type digestif. C'est-à-dire, au Congo, si quelqu'un vient, c'est comme si il y a un petit trou là, tu regardes, on te sert ton pain. Toi, tu es content. Tu t'en fous du... Donc chacun pour soi. Ah, mais c'est terrible. Et regarde maintenant quand ils perdent l'emploi. Ils n'ont pas 3 mois. Ils ont maintenant un problème de carburant, ils ont un problème de santé. Ils reviennent maintenant. Et ils reviennent encore solliciter. Ngana Zwakaka. C'est terrible. On ne sait pas faire l'autre métier. Tu sais qu'en Chine, tu ne peux pas être payé 2 fois. La Chine, tu ne peux pas être payé 2 fois. Et si la hauteur de ces attributions méritait que tu sois payé $3000, on divise ça par 6. On donne les mêmes emplois, on donne ça à 5 personnes. Comme ça, chacun de vous a 4 heures sur 24 heures. Parce qu'ils sont communistes. Ah non, on considère que tout le monde... doit bénéficier. Tout le monde doit bénéficier. Et ailleurs, il y a des textes, des soubassements. Par exemple, le Cameroun, les gens n'ont jamais compris pourquoi on laisse Biya. Parce que la démocratie locale au Cameroun, elle est réellement existante. Il y a des élections vraies au niveau local, les bourgmestres, les chefs. Et on veille au contrôle. Mais Ils protègent leur président qui est pratiquement irresponsable. Responsable lui aussi. Alors, comme il nous reste 10 minutes, j'aurais aimé qu'on continue sur cette question-là, parce que c'est très intéressant de poser un diagnostic à la fois socio-psychologique, pour comprendre quand même quelle souche de peuple nous formons. J'aurais aimé qu'on prenne l'aspect identitaire aussi, mais on nous signale que le temps est vraiment parti. je vais te faire un petit commentaire sur cette affaire. Ouais. Fais un exercice. Tu sais que c'est très grave. Sur le plan sociologique, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, et ils croyaient au Nganganzambe. Ouais.
Mais ils ont fait 37 enfants, ils ont fait 85 enfants, ils avaient 12 femmes, hein. Même 20, 15. Nos parents, qui ont crié au Nganganzambe, c'est-à-dire aux prophètes. Aux prophètes, ils ont fait les 1/3 de leurs parents. Donc si ton grand-père avait 3 femmes, nos parents ont une seule femme. Si ton grand-père a fait 15 enfants, ton père en a fait 5. Maintenant, nous les Ngangamaïli, tu comprends, Eli? Nous les Ngangamaïli, nous qui sommes supposés être intellectuels, nous réfléchissons moins que nos parents qui n'ont pas beaucoup étudié et nous ne savons pas prendre une décision. L'intellectuel congolais aujourd'hui ne sait pas dire non. Il ne sait pas, même il a peur de se marier. Comment tu vas trouver quelqu'un qui a un diplôme universitaire, joli costume, mais n'est pas marié à 29-30 ans? En gros, à cet âge-là, son père a une maison. Je me sens visé. Je me sens visé. L'intellectuel a un sérieux problème de mindset, comme on dit. Ouais, ça c'est pas faux. Alors, je vais quand même poser une autre question, parce que dans les 5 dernières minutes, on va prendre l'aspect économique autour du taux des dollars qui est en train de baisser. J'aimerais avoir votre avis là-dessus pour savoir si c'est de la spéculation ou c'est vraiment soutenu par une activité économique. Mais est-ce que vous pensez que, parce que vous disiez tout à l'heure qu'on est à 3000 ethnies, etc. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'une des solutions pour quand même amorcer l'émergence, c'est la question de l'identité nationale? C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé, depuis l'indépendance, à créer l'identité congolaise. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, est-ce que vous pensez que la démocratie comme mode de gestion peut correspondre dans un État pluriethnique comme le nôtre, où les identités sont multiples, où moi je pense que le vivre ensemble n'existe pas? Très rapidement. Dernièrement, on était à l'hôtel du Fleuve. Il y avait son éminence, le professeur émérite Mampouya. À la question posée par le professeur Ramazan Chadari, il a répondu de la manière suivante. J'ai aimé. Il a dit, désormais, il faut fusionner 3 facultés. Il faut fusionner la faculté de droit, des sciences politiques et de l'économie. Que ce soit un même diplôme, même faculté. Le Burundi, lorsque Nkurunziza arrive, il chasse tous les organismes internationaux. PAM, PNUD, Seradi, fermez vos portes, sortez ici. Il verrouille la frontière. Il dit on n'importe que les médicaments et les carburants. Tout le reste, nous devons fabriquer ici et consommer. Si tu regardes en termes de PIB, le Burundi, ça paraît un pays pauvre. Ouais. Mais chaque samedi, le président Burundi à Saou, ils produisaient même leurs haricots, leurs ceci, ils mangent. C'est comme ça que le coût de la vie là-bas est moins cher. Mais Museveni, on ne sait pas les laisser partir, parce qu'avec $1, tu as un bidon de 20 litres de lait de vache en Ouganda, tu peux manger à mort. Les œufs au Kenya, parce ailleurs, on se fonde plus sur la nourriture. Mais nous ici, on ne sait pas qu'est-ce qui... Oh, tu parlais de l'identité, on connaît que nous sommes de bons chanteurs, bons musiciens, des hommes rusés, bien habillés. Mais en termes d'intérêt général, hein, en termes de quitter cette logique de jungle, où toi tu dois manger sans mots. C'est de ce côté-là que l'intellectuel doit faire. C'est une construction politique et intellectuelle. C'est quand même de votre responsabilité, vous qui aspirez à la gestion. On n'a pas encore fait, tu sais... Est-ce que dans votre parti, il y a ce genre de débat? Mais bien sûr, nous on est là pour la correction pratiquement. C'est pourquoi nous misons sur la justice équitable, parce que Dieu qui a créé les hommes et la terre, il a dit qu'il faut la justice. Et puis nous sommes sur la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est pas un slogan. Ouais. La bonne gouvernance, vraiment, c'est savoir... C'est pas le budget, c'est vraiment savoir que $1, c'est $1. Ça veut dire que quand tu pars en mission, la bonne gouvernance, c'est ici. Tu pars en mission à Bruxelles, même si ta femme vient d'accoucher à Paris, tu ne pars pas à Paris, parce que tu n'es pas en congé de maternité. Tu dois rentrer ici. Deuxièmement, si on te donne $10 pour l'achat de carburant, il faut amener une facture de $10. Il ne faut pas aller acheter le carburant de 7. Si on te dit non, tu as les unités de l'État, il faut la traçabilité. Il faut qu'il y ait la sanction. Mais en delà, maintenant, il faut ouvrir le pays à tous les pays limitrophes, parce que nous sommes le seul pays sur les 9 qui nous entourent, donc les 10 pays qui nous entourent, même EACC, EAC, SADC, nous sommes les seuls pays qui avons une seule nationalité et nos amis en ont la possibilité d'en avoir plusieurs. Donc il faut quand même s'ouvrir aussi
Avec, Canada avec tous les problèmes identitaires que Mais nous le avons. Canada a compris qu'ils avaient la concurrence de la Russie comme voisin, Amérique en dessous. Ouais. Ils ont ouvert, ils achètent tous les meilleurs cerveaux du monde. Le Canada achète. Mais nous, Nous aussi, on ne peut pas acheter Parce qu'on a les déjà, meilleurs cerveaux. on a déjà un problème de vivre ensemble, on a déjà un problème de cohabitation communautaire. On va encore rajouter la double nationalité, mais ça sera catastrophique. Non, non, c'est d'ailleurs, nous nous jouons comme des troupeaux. Ouais. On nous a mis dans la tête que c'est la crabe, quand toi tu montes, tu dois te tirer. Mais il faut qu'il y ait une gouvernance qui doit favoriser cette cohabitation pacifique. Et c'est très important. Je suis d'accord avec vous. Alors, parlons économie pour le 5 minutes qui nous reste. Tu parlais de taux d'échange. Oui, les taux d'échange. Non, c'est une faute lourde. C'est une faute lourde. Très très lourde. D'ailleurs, c'est une honte pour le nouveau gouverneur de la Banque centrale qui vient de faire cette affaire-là. Ouais. La solution est simple. En économie, nous, d'abord, on vend très peu. À part nos bois, quelques deux petits trucs, cobalt et consorts. On exporte quasiment rien. Ça ne peut être vendu qu'en devise. Ça ne peut être vendu qu'en devise. Maintenant, le problème, nous vendons très peu. Nous achetons beaucoup. Même pour acheter à l'extérieur, il faut des devises. Bien sûr. Maintenant, lui, il arrive, il injecte beaucoup de devises, comme on parle de 300 millions sur le marché, sans avoir un sous-battement de production. Il y a pas d'activité économique qui peut... Non, qu'est-ce qu'il a vendu pour avoir beaucoup de devises et puis en avoir un excès? Deuxième élément, il ne paye pas les gens ne sont pas payés à temps. Ouais. Le taux ne peut être stabilisé que lorsque vous payez à temps. Par exemple, chaque les 15, ça permet aux gens de mettre la provision, payer les minéraux et payer les loyers le 25 ou le 30. C'est quand il y aura circulation de l'argent en termes de social, salaire et consorts, et exportation, que nous pouvons prétendre que baisser les taux d'échange a un soubassement. Mais voilà encore l'intellectuel congolais, l'économiste qui réfléchit comme ça. Mais c'est quoi la conséquence d'avoir injecté de la devise? Je crois qu'il a voulu montrer un signal qu'il est là. Donc c'est juste enfin, c'est de la communication politique. D'ailleurs, j'ai ri hier, même ce matin, j'ai regardé. Quelqu'un a fait un tableau, Tchang, ou c'est en 29, ou chez nous là-bas, quelque part. Il y a beaucoup de spéculation aujourd'hui. Pourquoi il fait ça? Et Moukoko, qui est un grand professeur de l'économie, il s'en est félicité. Regarde un spectacle. Mais il s'est félicité. De quoi? Parce que à Lipen c'est 24, à Gombe c'est 27, à Tchang c'est 29, à Goma, Mbandaka c'est combien? Il s'est félicité de quoi? Mais quelles en seront les conséquences? Donc quand il s'est félicité, c'est que Moukoko là que je connaissais, qui a travaillé sur la bancarisation, n'en a plus un alors. Quelles seront les conséquences d'une telle pratique? Dans les jours à venir, on doit s'attendre à quoi? D'abord, imagine-toi, maintenant, là, pour avoir les francs, ça devient difficile. Ouais. Si tu devrais payer les minérales ou les transports, tu vois, c'est un peu compliqué. Tout reste au même niveau. Il fallait se féliciter, par exemple, si on dit on baisse les taux d'échange ou on baisse les transports. Les prix, effectivement. Carburant, par exemple, on est à 29. Les prix n'ont pas baissé. Si on était à 9, 9,10 ou à 19, on saluerait l'action. Voilà ce qui peut justifier la baisse. Sinon, on est en train d'aller vers une inflation en décembre. Ça va être très compliqué novembre-décembre. Parce que là, maintenant, c'est l'argent qui a perdu de la valeur. Parce que les prix n'ont pas baissé du tout. D'abord, tout le monde cherche à se débarrasser maintenant. Oui. On cherche à se débarrasser des dollars pour avoir le franc. Mais ça ne répond à rien. Aujourd'hui, hier, quand vous alliez au marché avec 10 $, vous achetiez quelque chose à manger parce que ça valait 28 000 francs au regard du prix sur le marché. Bon, cette stabilité seulement. Aujourd'hui, on a fait une année. Ouais. J'ai même vanté Madame Soumino qu'il est saboté alors de l'intérieur. Hein. Ouais. Parce qu'on a fait presque une année, on avait 28 et puis on avait le 29 pour le carburant. Bon, c'est encore élevé. Mais on était déjà habitués, on avait plus cette crainte-là. Effectivement. Et le matin, il faut commencer à vérifier les taux. Ah, tu vois, moi j'ai passé une nuit avec un 10 $. Il était à 29 avant-hier, il est à 20. Ce matin, mon fils amène à 24. À 15 h, ça sera à combien? Non, si je vais te payer, tu vas commencer à m'exiger. Bon, on a 30 000. Non, non, tu vois, c'était 10 $. Donc la population, encore une fois, elle est déstabilisée mentalement. Et à la fin, comme ça, de l'année, c'est pas bon. Merci beaucoup, M. Barnabé, d'avoir été le nôtre. J'ai envie de poser une dernière question, parce que là, on est... Un bon journaliste ne termine pas. Il est comme un pasteur. Un bon pasteur, toujours les derniers mots. Merci beaucoup. On est rentré en pleine saison de pluie. Les soleils est revenu, mais la pluie également. Alors, la question des embouteillages, par exemple, plein d'artères sont encore en chantier. Comment on va faire avec la pluie qui commence, les chantiers qui ne sont pas finis, les embouteillages, l'école qui a repris? Qu'est-ce qui va se passer dans la ville de Kinshasa finalement? Je pense sincèrement que Bumba,
est de bonne foi. Et il s'est dit, bon, pendant il a engagé casse partout. Mais malheureusement, il a cassé partout. Ouais. Il devrait connaître les angles à verrouiller. Il fallait avoir un plan. Un plan, bon. Je crois que d'ici janvier, février, il aura peut-être réglé la plupart. Mais si de fortes pluies commençaient maintenant, avec tout ce que nous voyons comme saleté, le tout verrant pratiquement au bord de nos artères, et les dalles qu'ils ont enlevées, ça va constituer des armes. C'est-à-dire qu'à là, vous pouvez avoir de l'eau venir chez vous. Il y a que d'eau. On aura des eaux boueuses avec plein de pierres. Ça va casser beaucoup de maisons et ça va tuer beaucoup de gens. Malheureusement, personne ne répondra de ça. La justice ne pourra pas l'interpeller. Donc on doit s'attendre très prochainement à des inondations, encore une fois à des morts. Non, ils asphaltent. Or, il faut gérer l'eau. Je te pose la question. L'eau de Lupin. Tu peux t'imaginer la vitesse de Lupin. Un verre avec la vallée jusqu'à la maternité. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire va partir. S'il y a seulement une pluie de 2 heures, tout ce qu'on fait au niveau de la maternité partira. L'eau de King, ça va jusqu'à l'arrêt là-bas de Badiading, là-bas, érosion. Donc tout ce qu'on fait comme travail va partir. Nous devrions arriver à casser la vitesse de l'eau. Il faut d'abord créer des bassins de rétention. À chaque 200 mètres, il fallait faire pour diminuer que l'eau ne coule pas vite. Mais lorsque tu laisses l'eau de Palais de Marbre venir jusqu'à pratiquement à Montfleury, c'est catastrophique. Il y aura des dégâts. Donc il faut un travail de faire des terrassements pour casser la vitesse de l'eau et orienter vers de grandes rivières. Kunga, ainsi de suite. Merci beaucoup, M. Barnabé Milingano. Je rappelle que vous êtes président du parti politique Les Rassemblements des leaders congolais. Donc, vous avez la mission de faire des Congolais des leaders, parce que vous le dites tout souvent, un bon leader, c'est celui qui crée d'autres leaders. On vous souhaite tous les meilleurs et on espère que vous allez aller le plus loin possible. Je passe deux mots. Oui. En 2040. Dernier mot d'ailleurs. Oui. Quel temps pour votre dernier mot? Oui. De 30 juin 2060, 100 ans de notre indépendance. Nous serons 400 millions. 400 millions. Kinshasa sera 40 millions. Dis-moi, on va circuler comment, on va manger comment. C'est notre rôle, à partir de 2028, de préparer cet anniversaire. Vous y réfléchissez? Toujours. C'est la base. En fait, ça, c'est la base de notre raisonnement. L'indépendance, notre indépendance, ça sera 100 ans le 30 juin 2060. On sera 400 millions Congolais. Kinshasa aura 40 millions. Si tu ne réfléchis pas aujourd'hui, c'est mort. Et c'est quelle gouvernance? Mais les gens se plaignent, au-delà de la télévision, que les gens aiment beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous aiment. Mais la télévision, par faute de temps, ne permet toujours pas d'aller en profondeur de la réflexion politique qui est la vôtre. Pourquoi vous ne faites pas de conférences, par exemple? Pourquoi vous ne rassemblez pas les gens pour avoir suffisamment du temps qu'on connaisse votre projet politique, votre vision politique? Parce que vous projetez jusqu'à 2060, c'est intéressant. C'est une question logistique, on va régler. Ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. Ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. Et on y travaille. Bonne question, que les gens nous aident, qui nous invitent. Nous sommes prêts à discuter de n'importe quel sujet. Ouais. Mais nous sommes encore un jeune parti, on n'a pas beaucoup d'argent. Merci beaucoup, M. Barnabé. Nous aussi, on n'arrêtera pas de vous inviter pour avoir ces tels échanges. Moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'on a été concis, on a été scientifique, comme dirait l'autre. Je vous remercie d'être venu et d'avoir répondu à mes questions. Comme vous avez déjà eu le dernier mot, je ne vous donne plus le temps pour les faire parce qu'on est vraiment arrivé à la fin. C'était à vrai dire, mesdames, messieurs, si vous avez aimé, partagez le lien, commentez. On peut lire vos commentaires et on peut le faire parvenir à notre invité. Dites-nous ce que vous pensez de ce qu'il a dit et de ce qui a été dit là maintenant. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Si ça sera lui, je vous le dirai. Mais entre-temps, que Dieu bénisse ce pays. Entre-temps, refusons d'être les déchets qu'on nous a laissés au Congo. Parce que la responsabilité de ces développements, c'est d'abord notre conscience. Il faut qu'on travaille si on veut que nos enfants, nos arrière-petits-enfants ou nos petits-enfants vivent dans un Congo mieux que dans lequel nous vivons. Je vous dis au revoir et à très prochainement.